Bernard Berthossa, voilà bientôt 12 ans que vous êtes procureur général de la République et canton de Genève. Est-ce que l'étudiant en droit que vous étiez à l'Université de Genève dans les années 60 avait imaginé occuper cette charge? Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que mon évolution a été assez rapidement dirigée vers la magistrature en général, mais pour rien vous cacher, j'aurais eu la possibilité à l'époque d'être élu comme substitut, et je n'ai pas voulu. Je ne me voyais pas dans une fonction répressive. Comme, faut dire qu'on n'était pas loin de mai 68, c'était un peu, l'ambiance était un peu différente. En revanche, j'avais une attirance assez nette pour la magistrature. J'ai exercé cette fonction de juge civil pendant 17 ans. Ça n'est que finalement à la demande d'un certain nombre de personnes que j'ai accepté de me présenter à ce poste. Ma conviction a été longue à se faire, ou ma détermination a été longue parce que je ne m'y voyais pas. Et finalement, ce qu'il a emporté, c'est peut-être un grand mot, mais c'est un peu un certain sens du devoir. Je pensais qu'effectivement, il était nécessaire qu'un certain nombre de mesures soient prises à l'échelle cantonale pour que la fonction de procureur prenne une dimension un peu différente de celle qu'elle avait auparavant, que la justice pénale joue un rôle plus important dans la lutte contre une criminalité importante et qu'elle ne se limite pas trop à la criminalité locale et la petite délinquance. Je pensais qu'il y avait un certain nombre de réformes à entreprendre et c'est finalement en fonction de cette nécessité que j'ai accepté de postuler. Donc je ne me voyais pas du tout dans cette fonction avant d'y être finalement. Qui est en fait le jeune Berthossa qui entreprend dans les années 60 des études de droit à Genève? J'ai eu une enfance tout à fait normale, dans une famille modeste, de parents unis, qui sont beaucoup occupés de leurs enfants tout en nous laissant une grande liberté. J'ai acquis rapidement une certaine autonomie, même au sein de la famille. J'ai eu des activités dans le scoutisme, puis dans des mouvements de jeunes catholiques, et enfin, en arrivant à l'université, dans des mouvements syndicaux que j'avais même contribué à créer à l'époque avec d'autres étudiants. Une inscription au Parti socialiste avec la conviction qu'il fallait entrer dans les mécanismes démocratiques pour les faire changer, et que ce n'est pas en restant à l'extérieur du système qu'on pouvait le faire évoluer. Tout ça m'a donné la conviction que j'avais un rôle à jouer dans la vie, en somme, de notre société locale. Et j'avais envie de le jouer. Je m'y suis attelé le plus sérieusement possible. À l'époque, j'étais aussi attiré par les organisations internationales. Je me voyais assez dans des missions pour le compte du CICR. J'avais même un temps adhéré à un mouvement européen. Je ne me rappelle même plus quel était son nom d'ailleurs. Et je crois que j'ai eu très rapidement la conviction que, tout en restant ici, c'est-à-dire dans cette ville petite, mais en même temps jouant un rôle important à une échelle plus large que la Suisse elle-même, on devait élargir notre regard et ne pas se contenter, disons, de ne pas concevoir notre rôle dans la société comme la protection de nos acquis égoïstes, mais au contraire de les inscrire dans une solidarité plus large. Et bon, je reste encore aujourd'hui convaincu que, par exemple, en luttant contre la corruption d'agents publics étrangers, on contribue aussi à diminuer le fossé entre les pays riches et les pays pauvres. Une des raisons de la pauvreté de certains pays, c'est l'accaparement des richesses par leur classe dirigeante. Et
Moi, ce qui me fait peur, ce qui m'a toujours fait peur, ce qui continue à me faire peur maintenant, non pas par rapport à mes propres acquis, mais par rapport au malheur des autres, c'est ce fossé considérable qu'il y a entre le tas d'argent sur lequel nous sommes assis et puis la pauvreté des trois quarts de l'humanité. Vous parlez d'une famille modeste. Que faisaient votre père et votre mère? Non, mon père était peintre en bâtiment. C'était un homme qui était né dans les montagnes des Grisons, où il a vécu jusqu'à la fin de son adolescence, puis il s'est expatrié pour trouver du travail. Et il a fait toute sa vie professionnelle dans le bâtiment. Ma mère, avec 4 enfants, elle n'avait pas le loisir d'exercer une activité professionnelle, donc elle s'occupait de sa famille. Donc pour eux, le fait que vous entriez en droit, ça correspond à une formidable promotion. Ils se réjouissent de ce choix, j'imagine. Alors je pense que mes parents étaient à l'époque assez fiers que leurs enfants, parce que certains de mes frères ont aussi fait des études supérieures, entrent au collège d'abord et puis à l'université ensuite. Mais ils ne l'ont jamais fait sentir comme une nécessité. J'ai jamais eu l'impression d'une pression quelconque. Mes parents nous ont toujours laissés assez libres de nos choix. Et je crois qu'on s'est montré à la hauteur de cette liberté dans la mesure où on les a assumés, ces choix, par la suite. Vos parents vous ont connu procureur? Oui, mes parents sont décédés après mon élection. Et je crois que... On n'était pas tellement dans la famille du genre à exprimer considérablement nos sentiments. Mais je pense que ça leur a fait plaisir, bien sûr. Néanmoins, on a le sentiment que cette famille vous a transmis un grand nombre de valeurs sur lesquelles vous avez construit votre action dans votre fonction. Oui, bien sûr. Le fait d'abord d'être issu d'une famille modeste vous montre qu'il n'y a pas que l'argent qui soit important dans la vie et que vous pouvez être parfaitement heureux, être équilibré, avoir du plaisir, même du bonheur, sans être riche. Ensuite, le fait d'être dans une famille nombreuse vous apprend à respecter les autres. Vous n'êtes pas seul au monde, vous devez tenir compte non seulement de vos parents, bien sûr, mais de vos frères, en l'occurrence de mes 3 frères. Donc on était une petite unité, mais une unité quand même. Et puis, ma famille était une famille d'origine catholique pratiquante, donc j'ai suivi un enseignement religieux dans cette voie-là. J'ai eu la chance de connaître des prêtres qui étaient cette nouvelle génération, c'est-à-dire... Les progressistes. On les appelait progressistes, oui, qui, eux, ne s'attachaient pas aux valeurs formelles dans l'Église, mais au contraire aux valeurs morales que celle-ci véhiculait, donc la justice, la solidarité. C'est des valeurs que j'ai essayé de cultiver, pas seulement dans ma fonction actuelle, mais dans tout le cours de mon existence. Quelle définition vous donneriez vous-même de la justice? Bon, il y a plusieurs aspects, hein. La justice au sens philosophique, la justice au sens économique, parlons de la justice au sens judiciaire. La justice, c'est le pouvoir de l'État qui a pour fonction de faire respecter les règles que cet État s'est démocratiquement données. C'est de faire respecter les règles que la société s'est données pour pouvoir vivre en paix en commun. C'est la fonction de la justice. Et quelle définition donneriez-vous de la loi ou des lois? Les lois, ce sont les règles du jeu dans un système pluraliste, c'est-à-dire où on n'est pas seul au monde. On ne peut cohabiter qu'en respectant un certain nombre de règles. La comparaison peut se faire avec un sport. Je ne sais pas, prendre le football, j'aime bien le football. La loi, ce sont les règles du jeu. Quand le ballon a dépassé une ligne, il est hors jeu. Et puis la fonction de la justice, c'est l'arbitre.
À partir de là, quelle définition donneriez-vous de la fonction de procureur? Alors, c'est le chef des arbitres, disons. Non, le procureur a cette fonction plus spécifique de sanctionner ou de faire sanctionner ceux qui ont commis des violations à ces règles que ces règles elles-mêmes considèrent comme passibles de sanctions. Vous pouvez déroger un certain nombre de règles, par exemple, vous ne respectez pas vos obligations fiscales, vous n'allez pas en prison pour ça. Vous avez violé la règle, mais la sanction, c'est que vous allez devoir payer quand même ce que vous avez essayé de ne pas payer. Parmi les règles, donc les lois, figure un certain nombre de dispositions qui disent si cette règle-là, vous la violez, eh bien vous serez sanctionné, vous serez puni, vous aurez une amende, vous serez mis en prison, etc. Et le rôle spécifique de l'autorité du parquet, donc du procureur général, c'est de faire respecter ces lois-là, celles qui disent si vous transgressez la loi par tel ou tel comportement, vous serez puni. On vous voit toujours en fait dans le rôle du méchant. Or, la définition que vous donnez de votre action, c'est au contraire une définition parfaitement civique et extrêmement porteuse de valeurs qui sont des valeurs traditionnelles, dans le meilleur sens du terme. Cette image du procureur méchant ou du policier méchant est une caricature. En tout cas, dans les régimes démocratiques, nous avons la chance de pouvoir contribuer à construire. Nous avons pour fonction de faire respecter des règles qui ont été édictées par une majorité, soit du Parlement, soit d'une population. Notre fonction n'est donc pas d'être méchant, mais notre fonction consiste à faire respecter les règles que la société s'est attribuées. Pour cela, évidemment, il faut faire preuve d'une certaine rigueur, il ne faut pas négliger l'importance du rôle que le gendarme, si vous voulez, au sens large, doit jouer, mais ce n'est pas pour autant que le gendarme est lui-même méchant. Il exerce une fonction qui, à l'égard de ceux qui transgressent les règles, peut apparaître comme répressive, mais qui, si elle est extrapolée dans le fonctionnement de la société, est une fonction qui défend les libertés, qui n'y porte pas atteinte. Pourquoi est-ce que vous dites notre fonction? C'est un nous de majesté ou bien c'est un nous pluriel? C'est un nous pluriel parce que bon, le poste de procureur général est un poste unique dans nos systèmes, mais il ne peut évidemment pas être exercé sans la collaboration d'un très grand nombre de personnes, magistrats, collaborateurs, etc. Finalement, nous jouons au niveau judiciaire le même rôle un peu que la police joue à un autre niveau, avec, encore une fois, pour rôle dans la société de faire respecter des règles qui ont été édictées par d'autres, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est important dans la démocratie que le pouvoir soit indépendant. Ce n'est pas nous qui décidons des règles qu'il convient de faire appliquer, nous acceptons de ce rôle qui consiste à les mettre en œuvre, contraindre ceux qui veulent s'y dérober à les respecter néanmoins. À propos de votre rôle de procureur, un avocat de la place écrit ceci: c'est un poste, dit-il, de solitude, beau, assez impérial même, le seul qui, dans la République, offre à son détenteur un pouvoir sans partage. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition ? Sur la solitude, sans doute qu'il y a une part de vérité dans la mesure où c'est un poste unique. Contrairement aux autres pouvoirs de l'État, il n'est pas collégial, le poste de procureur général. Il y a un seul procureur. Il y a un seul procureur, mais c'est à peu près tout ce que je retiendrai de cette définition, puisque l'idée d'un pouvoir sans partage est évidemment tout à fait fausse. Nous ne faisons pas, quand je dis nous, c'est pas un nous de majesté, c'est ni le procureur, ni ses substituts, ni les juges d'instruction avec lesquels nous collaborons ne font ce qu'ils veulent et sans aucun contrôle. Nous sommes soumis les uns et les autres à des voies de recours, à des contrôles, et ne serait-ce que par les lois que le Parlement vote. Nous agissons d'une manière qui est définie par d'autres. Hein. Ce n'est pas nous qui décidons de quelle manière les lois vont être mises en vigueur, puisque non seulement on nous donne une mission qui est bien définie, mais on nous dit encore comment est-ce qu'il faut l'accomplir. Donc dans ce sens-là, c'est évidemment pas un pouvoir sans partage, et heureusement d'ailleurs. Et vous avez toutes sortes de pouvoirs qui viennent contrôler ce que vous faites. Tout à fait. Nos décisions sont généralement soumises à recours.
C'est vrai que nous avons un pouvoir d'initiative qui n'existe peut-être pas dans d'autres fonctions de l'État. Toute une série d'infractions, même souvent graves, je pense au blanchiment d'argent, je pense au trafic de stupéfiants, au trafic d'êtres humains, etc., sont des infractions qui doivent se poursuivre d'office et pour lesquelles on n'a généralement pas de plainte. On pourrait donc avoir une position timide qui consisterait à s'abstenir d'agir lorsqu'on n'est pas vraiment obligé de le faire, ou avoir au contraire une position qui est d'ailleurs la mienne, plus, j'allais dire agressive, c'est pas le mot, de prendre plus d'initiative vers des poursuites qui paraissent importantes pour l'équilibre de la société, pour la défense de victimes indirectes. Donc, dans ce sens-là, on a effectivement un pouvoir assez important, puisqu'on peut prendre des initiatives ou ne pas les prendre, en fonction évidemment de sa motivation. Et souvent, on pourrait s'abstenir de prendre des initiatives et personne ne pourrait légalement nous le reprocher. On reviendra sans doute aux initiatives que vous avez prises. Dans un premier temps, vous agissez toujours conformément à des lois qui sont faites, elles, par le législateur. Est-ce que ça ne vous met pas en porte-à-faux, vous, Bernard Bertossa, un certain nombre de fois, par rapport à la fonction qui est celle que vous exercez? Alors c'est une situation qui peut se produire, évidemment tout est une question de degré. Je ne dirais pas que j'approuve toutes les lois que j'ai pour mission de mettre en œuvre, ou que la justice en général a pour mission de mettre en œuvre. Ça serait sans doute impossible que dans une même personne, on ait un consentement à toutes les décisions qui sont prises par une majorité. Hein. Mais le problème est autre. Si nous adhérons globalement à un système légal, nous n'avons pas de conflit pour le mettre en œuvre. En tout cas, moi, je n'en ai pas, dans la mesure où je respecte le principe de la majorité. Si des situations devaient se produire où il y aura un conflit entre ma propre conscience et les lois que je suis chargé d'appliquer, là, je pense que je devrais me démettre. Si, par exemple, le législateur venait à instaurer la peine de mort en Suisse, je devrais démissionner immédiatement puisque je suis fondamentalement hostile à ce type de sanctions. Si le législateur devait décider que dorénavant la corruption n'est plus punissable, eh bien, je démissionnerais aussi puisque ça me paraît être une des déviances les plus graves de notre vie sociale et économique. Mais à part ça, disons, à part ces situations presque caricaturales, je dirais que le fait de ne pas adhérer nécessairement à toutes les dispositions légales que l'on doit mettre en œuvre ne sont pas incompatibles avec le respect de sa propre conscience. Comment est-ce que vous faites, néanmoins, dans les cas précis où vous êtes en désaccord, pour concilier cette fonction et votre personne? Alors nous disposons, quand je dis nous, c'est toujours les procureurs, hein, le procureur général, les procureurs et ses substituts, d'une certaine latitude d'opportunité, dit la loi, c'est la loi qui le dit, qui nous permet donc, dans certains cas, de renoncer à des poursuites si nous estimons qu'il n'est pas opportun de les conduire. Alors on peut le faire de cas en cas, mais on ne pourrait pas, en vertu de ce principe d'opportunité, refuser d'appliquer la loi, tout simplement. Si j'étais opposé par principe à l'incrimination, je ne sais pas, du viol ou du trafic de stupéfiants, je ne pourrais pas systématiquement classer toutes les poursuites qui concernent ce type de criminalité. Mais en revanche, je peux occasionnellement, dans certains domaines où je considère sous le contrôle des autorités de recours, toujours, qu'il n'est pas opportun d'agir, je peux y renoncer. Vous êtes, pour beaucoup de raisons, un procureur assez atypique, et entre autres pour celle que vous êtes le premier procureur élu, socialiste, au parquet de Genève. Alors, en 1990, vous vous présentez à des élections avec un programme qui est un programme électoral. Quelles en sont les grandes lignes ? Je ne vais pas tout d'abord dire que ça me paraît normal et légitime. Hein. Souvent, les collègues étrangers ont de la peine à comprendre, voire même des collègues d'autres cantons ont de la peine à comprendre que des magistrats puissent se présenter à des élections de surcroît soutenues par des partis politiques. Les partis politiques sont une bonne chose, même si bien des dirigeants de certains de ces partis en ont fait
des instruments de leur pouvoir personnel. Les pays où il n'y a pas de parti politique ou bien où il n'y en a qu'un seul ne sont pas ceux qui nous font envie. Donc le fait que les juges qui exercent un des pouvoirs de l'État soient élus comme les autres pouvoirs, c'est une bonne chose en soi. Qu'ils aient des idées et qu'ils les soumettent à leurs électeurs, c'est une nécessité. Je veux dire, le choix de l'électeur ne peut pas se faire à la tête du client, ou s'il se fait à la tête du client, c'est un mauvais choix. Donc il est normal et légitime que pour les juges aussi, lorsqu'ils sont exposés à des élections ouvertes, le devoir de transparence, le devoir d'explication que l'on a à l'égard des citoyens s'exprime par un programme. Alors évidemment que le programme d'un procureur, ce n'est pas un programme du même genre que celui d'un conseiller d'État ou d'un député. Sa fonction, par définition, lui impose de respecter les lois qui sont faites par les autres, donc il n'a pas un programme de modification législative. En revanche, il peut expliquer, c'est ce que je me suis attelé à faire à l'époque, comment est-ce qu'il entend appliquer ces lois et quelle est la politique criminelle, en quelque sorte, qu'il va suivre. En gros, j'ai expliqué à l'époque, et j'espère avoir été relativement fidèle à ces promesses, qu'une justice correcte devait être une justice qui ne s'en prenait pas qu'aux petits délinquants, mais qui aussi, même si c'est plus difficile, même si c'est plus mobilisateur en temps et en énergie, et même si c'est pour recevoir plus de coups, une justice qui s'en prend aussi à la grande délinquance. Et j'avais aussi insisté sur la nécessaire autonomie et indépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux autres pouvoirs. Je crois que là aussi on a fait d'importants progrès dans ce canton depuis une dizaine d'années. Et enfin, je m'étais exprimé sur la nécessaire collaboration de la justice locale avec la justice des autres pays, puisque maintenant nous avons affaire à une criminalité internationale et il est inconcevable que l'on reste enfermé dans notre petit village. En gros, c'était les points sur lesquels j'avais insisté à l'époque. Alors, du discours de Saint-Pierre, 6 ans plus tard, vous arrivez à l'appel de Genève, et ça, c'est, si l'on peut dire, l'appel qui vous rend célèbre, d'une notoriété dont vous vous passeriez peut-être, mais enfin qui est bel et bien là. Alors après quelques années d'expérience, je m'étais effectivement rendu compte qu'il n'était plus possible de continuer dans un système où la criminalité s'organisait à l'échelle internationale, se professionnalisait, et en face d'elle, pour lutter contre ce phénomène, se trouvaient des justices parcellisées, sans possibilité de collaborer efficacement. D'autre part, l'expérience démontrait que des phénomènes aussi graves que la corruption étaient maltraités par le législateur, et enfin que nos États continuaient à tolérer des systèmes qui permettaient de cacher l'argent du crime. Ce constat, je n'étais pas le seul à le faire. Il s'est trouvé qu'un certain nombre d'autres magistrats européens étaient arrivés aux mêmes conclusions, à peu près à un même stade de leur expérience. Et nous avons décidé ensemble de pousser ce cri, qui n'était qu'un cri, puisque nous n'avons pas encore une fois la possibilité, nous, de modifier les lois, en faisant appel au législateur, en lui disant « ça suffit, ça ne peut pas continuer comme ça ». Vous ne pouvez pas, d'une part, demander à la justice de lutter contre des phénomènes qui s'organisent à l'échelle mondiale, et l'enfermer, cette justice, dans des moyens qui sont exclusivement nationaux. Bon, depuis lors, il y a une certaine évolution. Elle n'est peut-être pas très spectaculaire, mais je crois quand même que... Mais comment est-ce que vous jugez vous-même votre action? Parce qu'on a l'impression, dans la poursuite de cette grande criminalité, que vous êtes un peu le gros chat en face d'une petite souris extrêmement agile. Et néanmoins, du point de vue des valeurs, vous êtes David en face de Goliath. Je crois qu'il y a deux niveaux, si vous voulez, de compréhension de ce phénomène. Le premier, c'est qu'on peut, par des affaires ponctuelles, avoir des résultats assez intéressants. On peut récupérer des centaines de millions, des milliards qui ont été détournés au préjudice d'un État africain, par exemple. Il y a un résultat concret, immédiat, qui permet en somme la réparation du crime commis. Mais c'est le second niveau qui est le plus important. C'est celui qu'on appelle techniquement la prévention générale, qui en réalité veut dire la peur du gendarme.
Le fait que les autorités de poursuite pénale s'occupent de tel ou tel type d'infraction, alors qu'avant elles ne le faisaient pas, permet d'avoir un effet sur ceux qui potentiellement sont en mesure de commettre ces infractions. Prenons l'exemple de la corruption, qui est un exemple assez typique. Il est certain qu'on est loin du compte par rapport à la participation de la place financière suisse à la corruption d'agents publics étrangers. On a encore beaucoup d'argent ici qui provient pas seulement de chefs d'État, mais enfin de ministres ou autres fonctionnaires étrangers qui sont corrompus. Le fait qu'on ait pu, à l'occasion de quelques affaires bien déterminées, montrer que la justice suisse était déterminée à lutter contre ce phénomène-là, devrait avoir, c'est ce qu'on espère quand même, pour conséquence que les financiers suisses, les banquiers en premier, mais pas seulement les banquiers, vont s'abstenir, pas seulement par vertu, mais aussi par crainte d'être un jour pris eux-mêmes dans cette tourmente, vont s'abstenir dorénavant donc, de contribuer à cette forme de criminalité. Alors voilà, on est un peu lourd, c'est vrai, on est même beaucoup trop, mais d'un autre côté, on peut, par une politique bien déterminée, montrer qu'on est présent, et c'est cette présence qui doit jouer un rôle important. Moi, ce que je cherche à comprendre, c'est quelle relation il y a entre votre priorité, ou l'une de vos priorités, celle que vous venez d'expliquer, et puis l'engagement de départ du jeune Bertossa comme militant syndical, à tout le moins. On est procureur et socialiste, ou on est socialiste et procureur? Comment ça s'articule? Je crois qu'on est procureur et socialiste, pas au sens de membre du Parti socialiste, au sens d'une philosophie politique qui est le socialisme, avec les valeurs qui lui sont attachées. Vous pouvez les préciser pour vous, ces valeurs? On a, je crois, évoqué tout à l'heure le problème de l'égalité, le problème de la justice, avec un grand J, mais entre guillemets. Parmi les exigences de défense de cette valeur-là figure celle de traiter tout le monde de la même manière. Par rapport à la loi pénale, ça signifie que les gros délinquants, les délinquants astucieux, les délinquants professionnels soient aussi poursuivis, je dirais même plus encore poursuivis que les délinquants occasionnels ou que les auteurs de petites infractions. Et pendant très longtemps, et je crois que malheureusement c'est encore un peu le cas aujourd'hui, pour des raisons qu'on pourrait évoquer si vous le souhaitez, la justice pénale a un peu cette image de chasseur de petits poissons et de peu d'attention qu'elle accorde à ceux qui sont un peu plus gros. Nous avons, par les actions qu'on a développées, essayé de rétablir un peu l'équilibre. C'est d'autant plus que cette criminalité organisée et importante est beaucoup plus dangereuse pour la survie de nos démocraties que celle qui peut s'exprimer à une échelle locale, par exemple. 20 000 procédures par an, c'est à peu près ce que le parquet de Genève traite pour 1% grosso modo du budget de l'État. Alors, ça ne vous fait pas désespérer? 1% du budget de l'État, c'est l'ensemble de la justice, hein, ce n'est pas le parquet, c'est donc tout le pouvoir judiciaire dispose d'1% du budget de l'État, du budget de fonctionnement. C'est évidemment une dotation qui est insuffisante, mais ce n'est pas là le principal problème, et c'est en tout cas pas ça qui me ferait désespérer si je devais un jour désespérer, ce qui n'est pas le cas. Ce qui me fait plus désespérer, ou qui risquerait plus de me rendre pessimiste, c'est le peu d'attention que le législateur accorde à ce hiatus qui existe maintenant entre les missions que l'on charge la justice pénale d'accomplir et les moyens qu'on lui donne. On nous demande de plus en plus d'intervenir dans la vie sociale, ne serait-ce que pour des questions purement administratives, mais prenez l'écologie par exemple, automatiquement dès qu'on pose des règles, on arrive derrière avec « mais si vous ne les respectez pas, vous serez puni ». Pour être puni, c'est donc à nous qu'on s'adresse.
On nous demande de lutter contre les réseaux pédophiles, on nous demande de lutter contre les trafics de stupéfiants, on nous demande de lutter contre la corruption, ce qui est tout autant de bonnes choses d'ailleurs, mais en même temps, on ne nous donne pas les moyens de le faire. Et au contraire, lorsqu'il s'agit de définir dans les parlements, qu'ils soient suisses d'ailleurs ou étrangers, les moyens dévolus à la justice, on a toujours l'impression que c'est finalement le juge, le procureur ou le policier qui est l'ennemi de la liberté. On n'est pas perçu comme étant ceux qui sont les gardiens de ces libertés, mais comme ceux qui y portent atteinte. Avec cette myopie politique, on en arrive à négliger le phénomène principal, c'est-à-dire que ce sont les auteurs d'infractions qui sont les ennemis de la liberté, et non pas ceux qui sont chargés de faire respecter les lois démocratiquement approuvées. On a l'impression aussi que dans les modifications des procédures, de plus en plus, ces procédures visent à protéger la personne en infraction et vous mettre par conséquent dans le rôle du méchant de manière encore plus explicite. Tout à fait. C'est assez d'ailleurs, c'est assez caricatural et puis c'est même tout à fait contemporain puisque maintenant on est confronté à un projet de procédure pénale fédérale qui va de nouveau dans le même sens, où lorsqu'il s'agit de donner des pouvoirs aux policiers, aux procureurs ou aux juges d'instruction, on voit tout de suite que des limites sont posées pour empêcher finalement celui-ci de véritablement faire son travail. Alors entendons-nous bien, parmi les libertés que nous sommes chargés de faire respecter figure bien sûr la liberté de se défendre face à l'intervention de la justice. Il ne s'agit pas de nier cette nécessité, bien au contraire, ça fait partie des valeurs démocratiques d'avoir la possibilité de se défendre face à l'intrusion de la justice ou devant le juge, mais il ne faut pas que le mécanisme soit inversé à ce point que finalement c'est le juge qui apparaît comme l'ennemi de la liberté. Alors c'est un peu ça que, si vous lisez un code de procédure pénale, vous avez souvent ce sentiment-là. Venons-en, Bernard Bertossa, à l'exercice au quotidien de votre fonction. Vous occupez un poste d'observation unique. Alors, qu'est-ce qui défile sur votre bureau? Un peu toutes les affaires de la République, comme on pourrait dire banalement. Bon, essentiellement des dossiers de poursuite pénale, c'est-à-dire des dossiers qui ont été constitués par la police, par les juges d'instruction, sur des crimes ou des délits qui ont été commis, pour lesquels on a ouvert une enquête, mais aussi beaucoup de journalistes, puisque, bon, comme vous le savez, sans doute, le fait de s'intéresser à une criminalité qui sort un petit peu de nos frontières attire les regards de la justice genevoise, et je pense que ça fait partie des devoirs de cette justice que de s'exprimer sur ce qu'elle fait. On a évoqué tout à l'heure le fait que nous étions élus, et je pense que le fait d'être élus par nos concitoyens nous donne le devoir de rendre compte à ces citoyens de ce que nous faisons. Et dans ce sens-là, et bien sûr sans violer les secrets de fonction ou sans mettre en danger les enquêtes en cours, on a un devoir de transparence. Alors c'est ça, c'est aussi toutes les affaires administratives, puisque le procureur général est ici le président de la commission de gestion, c'est-à-dire cette commission s'occupe de tous les moyens opérationnels de la justice. C'est la participation à des organisations avec des collègues d'autres cantons, avec des collègues étrangers, c'est la mise sur pied de conférences, de débats, la participation à des colloques, Il y a un grand rôle de représentation. Il y a un grand rôle de représentation, mais plutôt dans le domaine judiciaire. Moi, je me suis sans difficulté d'ailleurs astreint à ne pas faire de la représentation mondaine, ce qui me plaît pas du tout. Et à de rares exceptions près, je limite ces devoirs extérieurs à ce qui concerne le milieu judiciaire, c'est-à-dire ma fonction proprement dite. C'est curieux parce qu'on sent bien que vous êtes un homme, entre autres, discret. Et puis, en raison des valeurs que vous défendez et des partis que vous avez choisi de prendre dans l'exercice de la justice, vous apparaissez, aux yeux de l'étranger à tout le moins, comme un poseur de bombes.
Oui, bon, je pense qu'on peut être parfaitement discret par rapport à sa propre personne, ce que je suis évidemment très enclin à respecter comme principe, et puis être tout à fait transparent par rapport à ses actes. Et autant je pense, encore une fois, que c'est un devoir de s'exprimer sur ce que l'on fait, autant je considère que c'est aussi un devoir de faire passer sa modeste personne derrière la fonction qu'il exerce. Donc c'est le procureur général peut-être qui parle beaucoup, mais c'est pas moi. Vous observez la société, vous assistez à une sorte de comédie humaine, et ce depuis au moins 12 ans, probablement davantage. Comment est-ce que vous la voyez, notre société d'aujourd'hui? Alors ça dépend de la grosseur de l'objectif. Si on s'en tient à la société, je dirais, locale, il n'y a pas grand-chose qui nous permette d'être très optimistes. On est bien placé, cette expérience à laquelle vous faites allusion montre à quel point le fric, pour parler clairement, est capable de corrompre les âmes. Et qu'est-ce qu'on est capable de faire maintenant au nom du fric tout-puissant? Si on élargit l'objectif et que l'on se place dans une optique, disons, continentale ou plutôt mondiale, on voit quand même que des choses évoluent dans le bon sens, un certain nombre de choses par rapport toujours à nos préoccupations. Je prends l'exemple, une fois de plus, de la corruption ou l'exemple des crimes de guerre. On assiste quand même maintenant à une évolution plutôt satisfaisante, à des réactions qui n'existaient pas avant par rapport à ces potentats qui s'enrichissent au détriment de leur peuple, par rapport à ces tyrans ou ces chefs de guerre qui commettent des génocides. On peut dire que là, le monde évolue dans un bon sens. Mais si on revient dans nos petites sociétés bien égoïstes, avec le tas d'argent sur lequel nous sommes assis, on n'a pas beaucoup de raisons d'être très optimiste. Bernard Bertossa, comment est-ce que ça se passe la journée d'un procureur, concrètement? Eh bien, on arrive tôt le matin. Généralement, il y a des audiences... 7 heures, 8 heures. Plutôt 7 heures que 8 heures. Voilà. Il y a des audiences dans la journée, il y a des séances à diriger, il y a du courrier à répondre, il y a des dossiers à étudier, et ça se déroule de manière assez hétéroclite. Il n'y a pas un planning bien précis. Tout dépend des obligations qui sont différentes chaque jour. Alors on passe passablement de temps dans son bureau, au téléphone, à rédiger, mais aussi beaucoup de temps à l'extérieur, soit en participant à des audiences, soit en allant rencontrer d'autres personnes. Et puis on reçoit passablement de monde aussi, soit qui demandent à nous rencontrer, soit qui ont été invités à le faire. Vous vous levez tôt le matin, vous commencez vers 7 heures du matin, vous arrivez tard le soir chez vous, vous travaillez 6 jours par semaine, quand c'est pas 7. Quand vous rentrez comme ça tard le soir, vous vous dites zut, j'aurais dû encore faire ça, j'aurais dû poursuivre telle affaire, j'ai laissé tomber ça, j'aurais mieux fait d'eux. Comment ça s'arrête dans votre tête? Alors ça s'arrête d'abord plus tôt que vous ne le craignez, parce qu'il y a un taux disons, il y a un nombre d'heures qu'on peut faire, puis après on patine, hein, je veux dire... après 11-12 heures, c'est plus possible de travailler utilement, donc je rentre pas tard en principe. J'essaie de ne pas avoir trop d'activité le soir parce que j'ai besoin justement le soir de faire autre chose, donc de lire en général. Et je ne me dis pas que j'ai gaspillé ma journée la plupart du temps. Mais c'est vrai qu'on a souvent ce sentiment de frustration par rapport à ce que l'on aurait dû faire et que l'on n'a pas fait. On est toujours en train de se dire il y a encore du travail, mais on n'a pas eu le temps de l'achever. Si vous aviez de nouveau 12 ans, vous pouvez recommencer vos 2 mandats de procureur.
Qu'est-ce que vous faites d'autre? Comment vous faites autrement ou pas du reste? Disons que la leçon principale que j'ai retirée de ces 12 ans d'activité, c'est la totale inadaptation des structures judiciaires avec l'évolution de la vie sur cette terre. On a cette fameuse mondialisation, globalisation qui en tant que telle est un fait, on ne peut pas être opposé à un fait, mais qui vaut pour les organisations criminelles autant d'avantages qu'elle constitue des obstacles pour la justice qui, elle, reste enfermée. Et si je devais recommencer l'exercice, je crois que je partirais plus vite dans des initiatives destinées à permettre à la justice de se mettre au niveau de ceux qu'elle doit combattre, en tout cas de ceux qui sont les plus dangereux pour la vie sur cette terre, en termes de vie sociale, économique, politique, etc. Quand vous allez vous retirer, à quoi allez-vous vous consacrer? Vous dites quand vous rentrez le soir, vous vous mettez à lire. Alors d'abord, que lisez-vous? Et puis ensuite, comment est-ce que vous allez organiser la suite? Je ne suis pas certain que ça soit nécessaire de dire ce que je lis, mais disons le genre de lecture, bon, bah, soit des bouquins qui sont liés à plus ou moins à ma profession. Pas des bouquins techniques, mais bon, il y a passablement de juges qui aiment bien écrire, alors je les lis volontiers. Il y a des journalistes qui font des enquêtes que j'aime bien lire aussi. J'aime bien tout ce qui est l'histoire contemporaine, et puis j'aime surtout les livres de montagne, alors je lis beaucoup de livres de montagne. À part cela, je n'ai encore aucune idée de ce que je ferai à partir du mois de juin de l'année prochaine, je n'en sais rien. Donc je peux pas, je peux vous dire ce que j'ai pas envie de faire, je peux vous dire ce que peut-être j'aimerais faire, mais je ne sais pas ce que je ferai effectivement. Ce que j'aimerais faire, c'est de pouvoir continuer à me consacrer, si vous voulez, à ce même genre de mission, mais avec moins de stress et moins de contraintes quotidiennes. Par exemple, être appelé sur un plan international? Alors c'est une des possibilités, mais vous savez, la Suisse n'étant pas membre de l'Union européenne, la Suisse cultivant son isolement, les ressortissants exclusivement suisses, comme c'est mon cas, n'ont pas beaucoup de chance d'avoir des activités à une échelle supranationale, ce d'autant plus que la Suisse n'est encore même pas membre de l'ONU, et que nous n'avons pas, de notables exceptions près, puisque c'est quand même une femme suisse qui est procureure du TPI. Nous n'avons pas beaucoup de chance, comme citoyens suisses, d'obtenir des mandats à une échelle européenne. Sur un plan personnel, comment pendant ces 12 années avez-vous géré le fait d'être toujours au centre des conflits, c'est-à-dire toujours dans des situations d'agressivité? Vous êtes vous-même un agressif? Je crois pas, non. Au contraire, je serais plutôt pacifique, me semble-t-il. Je gère ça de manière tout à fait sereine, par le fait que précisément, je ne confonds pas ma personne avec ma fonction. C'est-à-dire, je considère qu'on peut très bien exercer une fonction en le faisant de manière la plus sérieuse possible, sans nécessairement s'engager comme être humain, si vous voulez, totalement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est réducteur par rapport à l'intensité de son action, mais jouer un rôle, c'est encore que jouer un rôle. Alors, il correspond à une inclination, il correspond à une conviction, il correspond à une volonté de remplir ce rôle le mieux possible, mais ça reste un rôle. Donc, ce n'est pas moi, personnellement, qui suis concerné par cette agressivité, c'est ma fonction. Et j'essaie, en tout cas, moi, de ne pas en rajouter. Je suis plutôt victime d'agressivité qu'auteur d'agressivité en général. Oui, on vous reproche notamment parce que vous êtes occupé des causes internationales et de la grande criminalité d'avoir négligé les affaires locales. Oui, bon, ça relève de la plaisanterie, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai que mon nom personnel est attaché plus souvent à des affaires dites internationales, qui d'ailleurs ne le sont que partiellement, puisque
l'aspect suisse d'une criminalité internationale. Mais c'est l'aspect suisse quand même, parce qu'on n'est pas compétent pour traiter des dossiers qui ne correspondent pas à la Suisse. Donc quand on parle de blanchiment d'argent, souvent l'argent sale a été constitué par un crime commis à l'étranger, mais il se trouve en Suisse, donc ça devient une criminalité suisse. Maintenant, par rapport à la criminalité locale, je crois qu'on a fait des efforts aussi considérables, notamment dans le domaine des atteintes à l'intégrité sexuelle, dans la criminalité routière. On a passablement consacré d'énergie, et là je dis on, c'est nous, dans le sens qu'on est quand même 9 au ministère public, donc je ne suis pas le seul, donc attaché beaucoup d'importance aussi à cela. Donc c'est une critique qui est tout à fait infondée. Je pense qu'elle est formulée, à défaut de pouvoir en formuler d'autres, un peu par, par nécessité de critiquer quand même. À part cela, ceux qui formulent ces critiques, en général, sont les premiers à profiter de cette soi-disant priorité accordée aux affaires internationales, puisque les avocats qui nous reprochent de nous occuper que des grandes affaires internationales sont souvent ceux qui s'enrichissent grassement grâce à ces mêmes affaires. Vous n'avez jamais songé à prendre un pourcentage sur le fait que, grâce à votre action, vous enrichissiez toutes sortes d'avocats d'affaires? Je crois pas, non. Comme plaisanterie, certainement, oui, mais sérieusement, j'espère pas. Non, vous savez, si vous voulez faire ce métier-là pour gagner de l'argent, alors c'est un choix malheureux. Les fonctionnaires en général, les autorités en particulier, les magistrats que nous sommes, feraient un mauvais choix s'ils choisissaient cette carrière pour s'enrichir. Nous avons des salaires qui sont, par rapport à l'entreprise privée, je dirais souvent dérisoires. Alors la plupart du temps, dans ces affaires financières, c'est vrai que non seulement les avocats, mais surtout les auteurs d'infractions que nous avons à combattre sont dans une situation patrimoniale beaucoup plus confortable que nous. En résumé, j'entends, faut pas exercer une fonction judiciaire pour devenir riche. Si j'avais quelque intérêt que ce soit pour l'argent, c'est en tout cas pas ce métier-là que j'aurais choisi. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre successeur? Quel conseil ou quel encouragement aimeriez-vous lui prodiguer? Je ne suis pas sûr d'avoir envie de lui dire quelque chose. Mon prédécesseur ne m'a rien dit, et je n'en suis presque reconnaissant. On ne peut pas exercer cette fonction si on n'a pas une autonomie suffisante. Il faut avoir sa propre solidité, ses propres convictions. Et peut-être que ce que je lui dirais, c'est débrouillez-vous vous-même. En d'autres termes, ayez le courage de prendre vos propres initiatives, d'assumer vos propres choix, et ne comptez pas sur les autres pour les assumer à votre place. Vous avez des fiertés? Non, pas particulièrement. Liées à votre mandat, bien sûr. Non. Non, je considère que, disons, la seule fierté que j'ai, c'est par rapport à ma propre conscience, c'est de me dire que j'ai essayé de faire ce que j'avais promis de faire. Autrement, je n'ai pas tous ces termes de succès, de fierté, de résultats me sont assez étrangers. Je crois que finalement, la seule dignité de l'homme, c'est de pouvoir se regarder dans la glace le matin, sans rougir. Je peux encore le faire, alors voilà, dans cette mesure-là, je suis fier de ça.